Eh bien voilà, on est déjà dans l'ambiance et comme vous le voyez, j'ai une belle boule de cristal là devant moi pour voir qu'est-ce qui va se passer demain. Et j'accueille Monsieur Pierre Giorgini. Monsieur Pierre Giorgini, merci d'être avec nous donc pour cette émission. Alors, vous êtes ingénieur télécom, président émérite de la Cato, donc l'Université catholique de Lille, que tout le monde connaît dans le Nord. Vous êtes, c'est pas chevalier de la Légion d'honneur, c'est encore plus, vous êtes officier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et chevalier des palmes académiques. Alors, ce qui est important pour notre soirée et pour votre intervention, c'est que vous dirigez des travaux de recherche sur l'éthique et la prospective, et vous êtes surtout auteur de plusieurs ouvrages. Donc, moi, je connais très bien vos ouvrages et surtout la première trilogie, La transition fulgurante, La fulgurante récréation, La tentation d'Eugénie. Au départ, vous deviez écrire 3 ouvrages. Après, vous ne saviez plus vous arrêter, vous en avez écrit pas mal. Et là, aujourd'hui, vous revenez avec un livre qui s'appelle La crise de la joie et dont on va parler ce soir et qui me semble un livre très intéressant déjà, ne serait-ce que par le titre. Alors, je vous remercie de me l'avoir envoyé parce que moi, quand je l'ai reçu, il était encore tout chaud de l'imprimerie. Donc, c'était l'un des premiers. Alors, Monsieur Giorgini, donc avant de rentrer sur, de parler de votre ouvrage, moi, j'ai une question pour vous. Que vous inspire ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Ah, c'est une question redoutable. Je sais pas, l'analogie qui me viendrait, c'est comme quand on déguste un cocktail, finalement. Un tiers d'angoisse, un tiers de peur, qui n'est pas la même chose, mais aussi un tiers d'espérance et un tiers de rêve. Alors ça fait 4 tiers, mais comme disait Rému dans le film, ça dépend de la taille des tiers. Et puis, la deuxième chose, c'est quand je déguste, si je puis dire, ben, j'essaye d'apprendre à mon goût de ne sentir que l'espérance en dominante. D'accord. Alors, est-ce que cette crise, d'ailleurs, sanitaire que nous vivons, est-ce qu'elle faisait partie de vos prévisions quand vous avez écrit La transition fulgurante? Est-ce qu'elle figurait quelque part dans tous vos travaux de recherche sur l'éthique et la prospective? Non, enfin, on savait qu'il y avait les pandémies ne sont pas nouvelles, il y en a eu dans l'histoire, mais dire que j'aurais été parmi ceux qui avaient prévu la pandémie, pourquoi pas aussi sa date et son ampleur, Oui. non, ça serait reconstruire l'histoire à l'envers. Ce qui est clair, c'est qu'elle ne fait que nous rappeler l'extrême fragilité des équilibres au milieu desquels nous vivons, qu'ils soient biologiques, socioculturels, économiques. Tout ça est un système fait d'interaction, fait d'intrication. Et donc, pour ça peut-être qu'on confond un peu la prospective et la prévision. En fait, oui, il y a eu une époque où la prospective était dominée par les prospectivistes, par des logiques de prévision, c'est-à-dire d'extrapolation d'un certain nombre de données. Mais je pense que beaucoup de gens, dont Edgar Morin, ont montré que la prévision marche bien quand nous voulons faire face à la complication. Parce que la complication, elle est organisée dans les plans, c'est-à-dire les épistémologues disent qu'elle est réductible. On sait réduire la complication. C'est Edgar Morin qui prend l'exemple d'un Airbus. Vous pouvez le découper progressivement et le réduire à la fin et arriver au boulon qui tient le train d'atterrissage. La complexité est irréductible. Et donc, par définition, elle est imprévisible. C'est-à-dire qu'elle est soumise à l'imprédictibilité, déjà. Moi qui, au départ, est culture ingénieur, on sait qu'à l'échelle quantique, par exemple, on n'est pas dans l'imprévisibilité. L'imprévisibilité, ça veut dire qu'on ne sait pas à ce stade prévoir précisément un résultat. On sait le prédire, mais pas le prévoir, parce qu'on ne sait pas le faire à ce moment-là. Quand on parle de physique quantique, on est dans la prédictibilité, c'est-à-dire qu'on a démontré mathématiquement l'imprédictibilité de la position et de la vitesse d'une particule. Et donc on rentre dans ce monde de l'imprédictibilité que j'aime moi appeler le monde de l'inconnaissable. En fait, nous venons, on a traversé des siècles, au fond, dans l'imprévu, et donc dans l'inconnu. Parce que le futur n'est jamais prévisible. Donc vous faites une différence entre l'inconnu et l'inconnaissable. Exactement. Parce que les prévisionnistes qui étaient dominants dans la prospective extrapolaient un certain nombre d'éléments, faisaient donc des prévisions, même s'ils savaient qu'il y avait des incertitudes, etc. Et donc, l'inconnu, par exemple, si on vous dit qu'il va y avoir une tempête d'une puissance jamais connue, évidemment, vous ne pouvez pas dire est-ce qu'il y aura des vents de 1000 km/h, etc. Ça, c'est l'inconnu. Mais vos modèles mentaux vous permettent au moins de penser un minimum ce qui est en train d'advenir. C'est-à-dire le vent à 1000 km n'est jamais connu, mais c'est ce qu'est le vent.
L'inconnaissable, c'est quand on vous dit il va se passer quelque chose de terrible ou pas terrible, mais on ne sait rien. Voilà. Nos modèles mentaux ne nous permettent pas de penser. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation où nos modèles mentaux ne nous permettent pas de penser ce qui est en train d'advenir. Ce qui crée évidemment une espèce de vide, c'est-à-dire c'est ça qui crée aussi l'angoisse. Peut-être. Bien sûr, bien sûr, l'inconnaissable produit de l'angoisse, puisqu'il permet toutes les extrapolations finalement. Il permet de projeter aussi tous les fantasmes, toutes les peurs. C'est d'ailleurs la caractéristique de l'angoisse. L'angoisse n'est pas située, alors que la peur, elle est située. On a peur de quelque chose. L'angoisse, c'est un sentiment plus profond. Et cette angoisse, d'ailleurs, nous fait lire le réel de façon complètement déformée. L'angoisse déforme la lecture du réel. C'est-à-dire la déformation de la lecture du réel qui, en retour, crée l'angoisse. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'angoisse est assez présente, même si le sondage, et ça me ravit, après il faudrait encore vérifier le panel, le nombre de personnes. Voilà. Bien sûr, mais absolument. En tous les cas, c'est un indice intéressant. Alors, est-ce que cette angoisse, parce que là vous en avez parlé, vous avez expliqué d'où c'est que ça vient, est-ce que ça a un rapport, parce que là, c'est ce qui nous ramène à cette crise de la joie? Parce que, bon, moi quand j'ai vu d'abord le titre, bon, ça m'a frappé, je dis c'est tellement vrai, la crise de la joie, parce que je dois remonter très loin dans mes souvenirs pour me rappeler à quel moment j'ai eu une crise de fou rire. Et puis je ne me souviens plus des dernières blagues. Je vous en raconterai peut-être une tout à l'heure, mais ce sera une blague de confiné, ce ne sera pas très bonne. Donc, est-ce que cette crise de la joie vient justement de tout ce que vous venez d'expliquer, avec ces angoisses, avec cette, alors pas l'inconnu, mais l'inconnaissable? Est-ce qu'on entre dans une phase qui nous a ramené à avoir cette crise, à tomber dans cette crise-là? Oui, alors tout d'abord, ce que j'entends par la joie, vous parlez plutôt de gaieté. D'ailleurs, il y a des personnes chez qui le stress extrême ou l'angoisse extrême produit des blagues à répétition et du rire nerveux, si je puis dire. Là, je parle de la joie comme un sentiment profond qui, au fond, a traversé tout notre processus d'humanisation. Ce qui produit de la joie, c'est le sentiment que ce qu'on fait ici et maintenant sert en gros le beau, le bon et le juste, si on résume depuis les Grecs, ce que peut être un sentiment d'alignement avec des valeurs positives. Alors est-ce qu'on est en train de s'approcher de la notion de bonheur? Oui, pas très loin. Mais la joie, c'est un sentiment plus profond. La joie peut être souffrante d'ailleurs, mais la joie, c'est vraiment l'idée que ce que je fais ici et maintenant, le discernement qui me conduit à agir, me donne un sentiment profond que ce que je fais sert le beau, la joie du Créateur, la joie sert le bon, et sert le juste. Il est très rare, sauf chez des gens pervers, parce qu'on ne sait plus de la joie, on peut ressentir de la jouissance. La jouissance n'est pas la joie. Vous voyez, la joie, c'est un sentiment assez profond qui vient de ce discernement. Or, dans les nombreux échanges que j'ai avec les jeunes, des jeunes d'ailleurs, parce que les jeunes, ça ne veut rien dire, c'est la difficulté quand même à discerner qu'est-ce que je fais ici et maintenant qui sert partout et toujours le bon et le juste. Parce que dès qu'on se pose cette question, on rentre dans la complexité. Ce que je fais de bien ici peut induire du mal demain et globalement. Ailleurs. Et à l'inverse, d'ailleurs, ce que je fais peut-être, dont le sentiment que c'est mal ici, peut générer du progrès global. Et je pense que c'est tout ce discernement qui est aujourd'hui mis en cause, cette projection à la fois dans l'avenir, le climat, la biodiversité, le fameux anthropocène, donc dans le temps, mais aussi dans l'espace. Je suis stupéfait de voir à quel point les jeunes connectés sont immédiatement informés des plus grands malheurs, quasiment en temps réel, c'est-à-dire ils le suivent en direct. Et donc ces espaces de joie, ces espaces de « que dois-je faire et comment dois-je agir » dans ce monde infiniment complexe, réduit cette capacité de discernement et d'éprouver de la joie. Mais je pense en même temps que c'est une chance. Alors justement, vous avez parlé de chance parce que moi, il y a un élément qui m'a frappé. D'ailleurs, dès le premier chapitre, vous dites que tout ce qui nous arrive en ce moment, donc cette crise, cette pandémie, est une chance pour l'humanité. Alors, je ne dis pas tout à fait que c'est une chance, parce que ce serait insulté. Ce serait insulté. Que c'est peut-être une opportunité. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, c'est le kéros. Voilà, vous savez, c'est le kéros qui est le dieu grec de l'opportunité positive. Et je pense que oui, nous pouvons en tous les cas le transformer en une opportunité positive pour plusieurs raisons. La première, c'est que, alors je reviens sur la crise de la joie, on pourra parler un peu du Covid après. C'est que cette crise de la joie développe chez nous la volonté de se retrouver dans des espaces que l'on maîtrise un minimum, c'est-à-dire de pouvoir faire le lien entre ce qu'on fait, ses conséquences, ce qui est positif, juste et bon. Et donc ça nous ramène quelque part
à une forme de localité, c'est-à-dire de dire j'ai envie, bon ok, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas à moi tout seul régler le problème du climat, mais dans ma proximité, dans ma localité, je peux agir de façon intégrée et éprouver de la joie parce que ce que je fais ici et maintenant, j'en vois assez vite les résultats positifs. Mais pourvu que tout le monde fasse pareil. Exactement. Mais ça, c'est le oui. le colibri de Pierre Rabhi. En tous les cas, si personne ne le fait, c'est sûr. Vous savez, ce qu'on dit, il est trop tard pour être désespéré. Donc, donc je pense que cette idée d'avoir des localités, mais attention, hein, pas du localisme, pas des localités fermées qui montent des murs dans une forteresse, des localités ouvertes qui sont en permanence en interaction avec les enjeux du monde, mais qui cherchent à agir ici et maintenant dans la localité à différentes échelles. Il y a la localité très locale, mais l'humanité, c'est une localité. Et donc, ce modèle que moi je qualifie dans mes travaux d'endocontributif, c'est-à-dire le fait que l'intelligence est redistribuée chez les personnes elles-mêmes qui vont contribuer au bien du local, mais aussi connecter au bien du tout, c'est exactement, vous parlez de biomimétisme tout à l'heure, c'est le modèle écologique. Le modèle écologique n'est pas exodistributif, c'est-à-dire je sors l'intelligence de mon système et je distribue des artefacts, des procédures pour régler mon système. Donc, on voit bien que ce modèle endocontributif qui articule des localités, qui permet à chacun de redonner un sens à son action et à sa vie, et au fond d'éprouver de la joie, c'est le modèle que l'on trouve de façon dominante dans l'écologie. Alors, vous parlez de 7 conditions, donc il y en a qui m'ont interpellé, 7 conditions pour qu'on arrive à quelque chose, à des résultats donc, par rapport à l'humanité. La première que vous avez mise, c'est résister à la technolatrie. Oui, alors ça c'est un point fondamental, parce que finalement, au fond, tous nos enjeux aujourd'hui sont liés à notre rapport à la puissance. Et on voit bien, ça a très bien été montré par la chronique, qu'en fait, on a deux courants, si on les caricature. On a un courant très technophile qui dit oui, nous allons trouver dans la technologie des solutions radicales, exodistributives, pour régler le problème. Donc, poursuivons cette fuite en avant technologique et au fond, faisons de la technologie, parce que le problème, ce n'est pas la technologie, c'est quand on en fait une idole. C'est-à-dire qu'au fond, on dit voilà, cette idole va tous nous sauver, d'ailleurs, qui est le principe d'une idole. Hein, c'est une chose salvateur. Peut-être parce qu'on a besoin de héros aussi. Oui, peut-être. Mais en tous les cas, cette technolatrie, il y a des courants technolâtres. Et puis à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle l'écologie, l'écophilosophie radicale, qui sont des courants très technophobes et qui disent non, 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 la technologie, de toute façon, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Si nous sommes dans la situation où nous sommes, c'est en partie et fortement dû à la technologie. Et donc, il faut une vraie rupture et, au fond, écarter toute solution technologique au profit de solutions qu'on va qualifier de naturelles. Ma position, c'est qu'au fond, le chemin, il est exactement au milieu. C'est-à-dire, il y a un tiers chemin que nous avons élaboré, qui est un chemin complètement nouveau, où on doit d'une part réinventer les technologies plus résilientes, des technologies plus symbiotiques, disent un certain nombre de spécialistes, et qui peuvent justement être réinventées par la proximité. Parce que la proximité, elle intègre les valeurs dans les usages. Vous voyez, et donc là, la technologie réinventée par le bas, c'est Bernard Stiegler qui a beaucoup travaillé là-dessus, cette technologie réinventée par les usages locaux qui embarquent les valeurs, les habitus qui sont en train de se transformer, du fait d'ailleurs de la crise de la joie, du fait qu'on recherche des espaces de joie. Alors il y a deux autres conditions que je trouvais intéressantes. Il y en a une, c'est il faut cesser de diaboliser l'homme, et la deuxième, c'est il faut devenir des pionniers lucides. Donc, ah oui, c'est le tiers chemin. Diaboliser l'homme, vous savez, c'est Hans Jonas qui montre très très bien, et Gunther Anders, mais qui montre qu'au fond, la technologie a toujours... il y a une esthétique des technosciences. Et cette esthétique des technosciences, qui exerce une forme de perfection visible. Vous le disiez tout à l'heure, une machine, elle dit soit je sais, soit je ne sais pas. Tandis, méfiez-vous quand elle vous dit je sais, enfin, on pourra y revenir. Mais voilà, il y a une forme de perfection dans la machine. Et il y a donc ce qui a été appelé le mythe prométhéen, c'est-à-dire la honte prométhéenne. C'est-à-dire l'idée, l'homme est imparfait. D'ailleurs, les courants transhumanistes, certains courants transhumanistes disent il faut corriger les imperfections humaines par les technosciences. Imperfections biologiques, parce qu'on est sensible au virus, à toute forme d'imperfection, capacité mentale, etc. Et donc, la question, c'est de lutter contre la technolatrie, c'est-à-dire qui pose la technologie comme une solution, parce qu'elle va nous amener dans un rapport à la puissance qui va ne cesser de croître. On parlait peu du Covid, mais en ce moment, le débat entre le vaccin et des solutions de responsabilisation individuelle par des tests, etc., sans prendre parti, ça traduit bien cette double dimension, faire confiance de façon sans limite
à une technique, à une technologie, ou dire comment moi je m'engage dans ma localité, dans mon comportement, avec mon intelligence, à créer des formes d'intelligence collective pour faire avancer. C'est exactement. Et moi, ce que je développe dans mes ouvrages, c'est que de toute façon, nous sommes confrontés au tiers-chemin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... C'est plus où, c'est est. C'est comment on articule les deux, comment on aide à l'émergence d'une technologie à la fois plus sûre, plus écologique, sur lequel on peut se concentrer sur ces risques, etc., et qu'on la réduise au maximum, alors qu'en même temps, à l'échelle locale, on ne cesse de développer des alternatives. Et là, évidemment, les technosciences peuvent jouer un rôle, mais ce n'est pas le rôle majeur. Le rôle majeur, c'est les comportements de consommation, de respect de l'environnement, de souci du plus fragile, dont la nature, etc. Alors, une question qui n'a rien à voir à peu près avec ça, mais qui touche quand même notre société. On se rend compte de plus en plus. Quand je vois la crise de la joie, ça me fait penser les gens, on a du mal à rire de tout aujourd'hui. Il y a des gens qui disent on ne peut plus rire de tout, il faut faire attention. Est-ce qu'on est devenus tous un peu susceptibles? Est-ce que nos comportements changent dans nos sociétés? Ce qui est sûr, c'est que la dimension socio-culturelle de ce point de vue-là est en train de se transformer. Mais la grosse difficulté, c'est comment on organise un apprentissage collectif sur un outil qui est absolument extraordinaire, qui est l'outil Internet Web, qui a au fond libéré un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, je reconnais, voilà, par exemple, une erreur d'appréciation qu'on a été un certain nombre à faire. Au début, nous étions des webolâtres, si je puis dire, c'est-à-dire il y avait une utopie du net qui était une libération de la parole, une montée en conscience individuelle, la prise en compte, même Edgar Morin parlait de la montée en conscience et de la prise en compte des enjeux globaux. Cet effet-là, il existe, puisque tout le monde aujourd'hui parle des enjeux climatiques ou de la biodiversité. Absolument. Mais il a en même temps libéré, alors qu'on s'attendait à ce que ça produise une montée en conscience, un sens d'éco-responsabilité, etc., une vision finalement de la complexité de ce qu'est l'humanité. Ça a conduit, et c'est un terme qui a été développé par le regretté Bernard Stiegler, ce qu'il appelle la massification des comportements mimétiques, qui est en fait un résultat qu'on n'attendait pas vraiment et qui s'est profilé progressivement. Et ça crée des catharsis, notamment les catharsis de la haine. Et donc, vous savez, je prends souvent l'exemple, quand j'étais plus jeune, au bar du coin, j'ai entendu devant le bar... jeune, hein, voilà, mais j'ai entendu derrière une bière des termes racistes du genre qu'est-ce que tu fous là, etc. Et on traitait quelqu'un de nom innommable. Mais en même temps, il y avait une espèce de régulation. Il y avait toujours quelqu'un qui se levait et disait... Quand on voit les blagues de Coluche, ça passait très bien. Arrête les conneries, etc. Mais là, le problème, c'est la régulation. Et donc, ça prend des dimensions qui sont absolument considérables. Moi, je pense qu'il il est nécessaire que nos sociétés apprennent de l'usage de cet outil. Parce qu'il peut être aussi un outil extraordinaire au service, justement, de ce que j'appelle la glocalité, c'est-à-dire comment, à la fois, on éprouve de la joie à agir localement. Donc, glocalité, ça veut dire global et local. C'est-à-dire, oui, c'est un terme qui a été introduit il y a très longtemps, c'est-à-dire comment j'agis local en pensant global, et au niveau global, comment j'agis global, parce qu'il faudra toujours des gens qui agissent global, mais en pensant local. Voilà. Et donc, cette glocalité, et d'ailleurs, probablement l'une des seules solutions que l'on a de produire cette migration vers la complexité. D'ailleurs, d'un point de vue technoscientifique, il y a quand même des bonnes nouvelles. Oui. Par exemple, les sciences de la complexité aujourd'hui, qui nous font découvrir l'épigénétique, par exemple, ou la plasticité neuronale, nous font rentrer dans un nouveau monde, dans celui où on prend justement conscience scientifique d'une complexité absolument infinie. Vous savez, je crois que c'est Edgar Morin qui disait, au fond, on avait deux infinités qui nous amenaient à être impressionnés, une forme de modestie, d'humilité. C'est l'astrophysique. Il n'y a pas plus humble qu'un astrophysicien, parce qu'il sait qu'il est devant l'immaîtrisable. Et puis l'infiniment petit, qui à l'échelle quantique est par définition difficile à maîtriser ou immaîtrisable, dans un niveau de complexité. Et donc cette humilité face à la puissance de la science, elle vient d'acquérir une troisième dimension, c'est l'infinie complexité. C'est-à-dire le fait que nous prenions conscience de l'infinie complexité et que tout acte ici et maintenant peut influencer, c'est l'effet papillon, tout le monde connaît ça, peut influencer le tout de façon radicale. Alors j'en arrive à notre boule de cristal, Monsieur Giorgini, je vais vous demander pour conclure de voir cette boule de cristal et nous dire qu'est-ce qui nous attend dans les années qui viennent.
Eh bien, c'est pas que je refuserai de répondre. Je peux répondre en disant que ce qui nous attend pour les années qui viennent, c'est à nous de le construire. Mais on ne le construira que par le regard qu'on portera au contenu de cette boule. Vous savez, avec la physique quantique, on a mis en évidence que la façon dont le sujet regarde l'objet détermine quelque part l'objet tel qu'il est perçu. C'est notre regard qui va être déterminant sur notre propre futur. En tous les cas, il est largement déterminant. Il y a eu des recherches, d'ailleurs dans les équipes, y compris de la Cato, sur le rôle des récits, sur le rôle des grands récits, la science-fiction, etc., qui structurent des univers symboliques qui nous amènent à regarder finalement cette boule. Et si nous comparons la façon dont nous la regardons, il y a des déterminants. Vous savez, depuis l'école de Palo Alto, on sait qu'en tant que scientifique, on passe son temps à essayer de croire que ce que l'on voit, que ce que l'on conceptualise, que ce que l'on démontre. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin du compte, on ne fait finalement que voir ce que l'on croit. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette idée que c'est à nous aussi de remplir cette boule de cristal. Parce que, juste en termes de conclusion, je poserai un paradoxe. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités, positives ou négatives, c'est ce qu'on disait, dans les technosciences, dans l'évolution. Le monde n'a jamais été devant autant d'opportunités, qui est le propre d'ailleurs de la complexité. Comment se fait-il que nous ne voyons que les opportunités négatives, de façon dominante? Sauf votre sondage, qui vient le contredire. Et si on se mettait d'un seul coup à dire, parmi les opportunités, il y a aussi une foultitude d'opportunités positives, il faut s'en saisir et garder toujours à l'esprit cet axe éthique sur le plus vulnérable, sur cette nature complexe qui est fragile, etc., pour rentrer dans une dimension un peu nouvelle qui est plus symbiotique, c'est-à-dire qui est plus résiliente, et de conduire le chemin. Et j'ai vu que récemment, je crois que c'est aussi Mélenchon disait, la guerre est perdue, en tous les cas le combat est perdu. Si on regarde le combat comme une victoire définitive, l'augmentation des degrés sur la planète, etc., oui, on pourrait dire que le combat est perdu. Mais en même temps, si on regarde tout le spectre, c'est-à-dire à la fois, est-ce qu'on pourra aussi limiter la casse? Et entre parenthèses, s'affoler sur la casse, il y a eu 60 millions de morts par les guerres au siècle dernier. Donc, comment on limite la casse? Des différents effondrements qui ne manqueront pas d'avoir lieu, personne ne nie. La question, c'est est-ce qu'on va vers un effondrement, ce qu'appellent les collapsologues, un effondrement en 2050 où tout s'effondre d'un seul coup. Moi, personnellement, je n'y crois pas, et beaucoup de prospectivistes n'y croient pas. Par contre, il y aura des effondrements. Donc, comment à la fois on se prépare à faire face à ces effondrements, sans baisser la garde sur les moyens qu'on a de les éviter. Et en tous les cas, d'en limiter. Peut-être l'instinct de survie de l'être humain, mais vous avez dit, effectivement, on a tendance à plus voir du négatif que du positif. Moi, ça me fait penser à Kofi Annan qui, un jour, il était dans une classe d'enfants, il a pris une feuille blanche, il a mis juste un point noir en disant « Qu'est-ce que vous voyez là ?» Et tout le monde disait « Le point noir, le point noir. » Il a dit « Vous avez oublié toute la page blanche et tout le monde ne regarde que ce point noir. » Donc c'est peut-être la nature humaine où là, il y a encore un sacré boulot. En tout cas, merci pour votre intervention. Je rappelle donc le livre de Pierre Giorgini, qui vient de sortir, elle est encore tout chaud, regardez. Donc La crise de la joie, qui est donc édité par Bayard, donc aux éditions Bayard, et que l'on peut trouver, je suppose, dans le commerce, un peu partout. Merci en tout cas, Pierre, merci d'avoir été avec nous. Et là, on va passer à un autre sujet qui est donc le futur de l'information. Webcom.tv, réinventons la proximité.